Lors de notre voyage à Hawaï, mon beau-fils a défoncé la porte de ma chambre d'hôtel à 3 heures du matin en hurlant « Je veux cette chambre ». Maintenant ma femme a dit « Fais juste ce qu'il veut », alors je suis parti silencieusement et j'ai annulé tous les paiements. Le lendemain matin, quand ils se sont réveillés. Je m'appelle Rick Alverson, et à 3h07 du matin, au 14e étage d'un hôtel d'Honolulu, mon beau-fils a donné des coups de pied dans ma porte jusqu'à ce qu'elle cède et s'ouvre vers l'intérieur. Puis ma femme a marché sur les éclats de bois, et a chuchoté comme si c'était moi le problème. Donne-lui simplement ce qu'il veut. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. Non pas parce que j'avais peur d'Evan. Evan Mercer avait 28 ans et était bruyant, pas un dur, mais parce que le bruit de cette porte qui se brisait a provoqué quelque chose en moi. Ce n'était pas juste du bois. C'était une ligne, une limite, une frontière que j'avais passé des années à tenter de maintenir droite, dans un mariage qui voulait toujours la tordre. Le couloir à l'extérieur était silencieux, de ce calme si particulier aux hôtels. Un silence moquette, une climatisation douce, le bourdonnement lointain d'un ascenseur quelque part. Puis Evan a rempli l'espace avec son haleine d'ivrogne et sa rage. Je veux cette chambre, maintenant. Il criait comme s'il était propriétaire de tout l'étage. Il portait un short de bain et un débardeur noir bon marché, le genre qu'on achète dans une boutique pour touristes. Ses yeux étaient rouges. Ses cheveux étaient en bataille comme s'il avait dormi, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je pouvais sentir l'odeur du bar sur lui. La bière, quelque chose de sucré, et ce piquant net de la tequila. Le genre d'odeur qui grimpe dans vos narines et vous dit que les ennuis sont déjà là. Linda se tenait derrière lui, pieds nus dans un peignoir, ses cheveux tirés en un chignon désordonné. Son visage était pincé, fatigué, agacé. Agacé par moi, pas par lui. Rick, dit-elle, utilisant ce ton qu'elle réservait au moment où elle voulait quelque chose de moi sans avoir l'air de le vouloir. N'aggrave pas les choses. Change juste de chambre. Il est contrarié. Contrarié. Comme si un homme adulte enfonçant une porte à 3 heures du matin n'était qu'une saute d'humeur. Je l'ai fixée, et elle n'a pas croisé mon regard. Elle fixait le loquet cassé, comme si elle décidait déjà de la façon dont elle allait expliquer ça à la réception. Evan a pointé du doigt derrière moi, vers ma chambre, vers le lit king size près de la fenêtre. Les rideaux étaient à demi ouverts. Dehors, Honolulu brillait, des points mouvants de voitures, la ligne noire de l'océan au loin. C'était censé être romantique. Cela ressemblait à une carte postale. À ce moment précis, cela ressemblait à un décor de théâtre pour une humiliation. Celle-là, dit Evan. C'est la chambre que je prends. C'est notre chambre, ai-je dit, et ma voix m'a semblé étrange, à moi aussi. Calme, trop plate, comme si je m'écoutais parler depuis l'autre bout de la pièce. La bouche d'Evan s'est tordue. Plus maintenant. Linda m'a enfin regardé, et ses yeux avaient ce mélange familier de pression et de pitié. Le regard qui disait, sois le plus grand des deux hommes. Sois l'adulte. Paie le prix pour que nous puissions tous recommencer à faire semblant. Rick, dit-elle encore, plus doucement, presque suppliante. Tu sais qu'il traverse une période difficile. Ne sois pas égoïste pour un lit. Égoïste. Ce mot a atterri comme une gifle, parce qu'il ne s'agissait pas d'un lit. Il s'agissait de tout ce que j'avais avalé pendant des années. Les contraventions, le loyer, les prêts temporaires qu'Evan ne pouvait pas couvrir et qui ne revenaient jamais. La façon dont Linda trouvait toujours une raison pour laquelle le comportement d'Evan n'était pas vraiment de sa faute. Et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours moi qui étais censé absorber le choc. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, en t-shirt et short de pyjama, l'air frais frappant mes jambes, sentant le sol stable sous mes pieds alors que tout le reste vacillait. Derrière Evan, quelqu'un a ouvert une porte au bout du couloir. La tête d'un homme est apparue, les yeux plissés, puis a disparu à nouveau. J'ai entendu un loquet cliquer. Personne ne voulait être impliqué. J'ai regardé le cadre de porte brisé. Le bois était fendu net là où se trouvait le loquet. Un éclat de chaîne pendait comme une dent qui bouge. La charnière grinçait sous la pression de la porte mal accrochée et, sans le vouloir, mon cerveau a fait ce qu'il faisait toujours. Il a commencé à trier la scène comme un dossier. Dommage, responsabilité, entrée par effraction, pas une simple plainte pour bruit. Si la sécurité était appelée, il rédigerait un rapport d'incident. Il noterait qui était enregistré dans la chambre. Il vérifierait les caméras.
Il vérifie toujours les caméras. J'avais passé 30 ans à lire les petits caractères d'accidents dont les gens juraient qu'ils n'étaient pas responsables. J'avais audité des réclamations suite à des ouragans, des incendies de cuisine, et des chutes dans les allées d'épicerie. Les gens pouvaient pleurer et crier tout ce qu'ils voulaient. La paperasse s'en fichait. Je me suis dirigé vers la commode, j'ai ouvert le tiroir du haut, et j'ai sorti mon petit carnet noir. Il n'était pas grand. Il tenait dans la poche de ma veste. Je portais quelque chose de similaire sur moi depuis les années 80, à l'époque où mon premier patron m'avait appris la valeur de noter les choses au moment où elles se produisaient. J'ai cliqué sur mon stylo Parker, un vieux modèle en argent que mon père m'avait donné quand j'avais été promu, et j'ai écrit 3h07. Evan a enfoncé la porte, exigé la chambre, Linda présente. Evan a cligné des yeux en me regardant. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens, ai-je dit. Les sourcils de Linda se sont froncés. Rick, ne fais pas ça. Allez. Elle détestait toujours quand je devenais silencieux comme ça. Quand je devenais procédurier. Elle aimait les émotions qu'elle pouvait diriger. Mon silence était un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Evan s'est avancé, le torse bombé. Bouge. Je la prends. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. J'ai pensé à l'attraper par le col et à le repousser dans le couloir. J'ai pensé à hausser le ton, à laisser tout l'étage entendre à quel point c'était ridicule. J'ai pensé à la satisfaction que cela procurerait pendant peut-être 10 secondes. Et puis j'ai pensé aux caméras. J'ai pensé à la vitesse à laquelle un homme de mon âge devient le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas de preuves. J'ai pensé à la façon dont Linda déformerait les choses plus tard. Comment elle dirait que j'avais perdu les pédales? Comment Evan prétendrait que je m'en suis pris à lui? Et comment la vérité deviendrait floue dès qu'elle devrait passer par leur bouche? J'ai reculé. Pas parce que je cédais. Parce que je me retirais. Très bien, ai-je dit. Le visage d'Evan s'est illuminé d'un soulagement suffisant, comme s'il avait gagné quelque chose, comme s'il avait toujours cru qu'il le ferait. Linda a laissé échapper un souffle, comme si je m'étais enfin bien comporté. Merci, a-t-elle dit, et elle le pensait. Elle voulait dire merci de ne pas l'avoir forcé à choisir sur le moment. Elle voulait dire merci de lui avoir rendu la tâche plus facile. Je n'ai pas répondu. Je suis allé vers le placard et j'ai sorti ma valise de sous les chemises suspendues. J'ai bougé lentement, délibérément. J'ai plié mes vêtements avec des coins nets, comme ma mère me l'avait appris. J'ai emballé ma ceinture, ma brosse à dents, ma trousse de rasage. Evan m'a bousculé pour entrer dans la chambre et s'est affalé sur le lit comme un adolescent réclamant le canapé. Il a enlevé ses tongs d'un coup de pied et a ri tout seul. Je pouvais entendre l'océan au loin quand la climatisation s'arrêtait, un faible bruissement derrière le bruit de la ville. Je pouvais aussi entendre mon cœur battre, régulier et fort, comme s'il avait quelque chose à prouver. Linda flottait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, me regardant faire mes bagages. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'avait même pas l'air gênée. Tu es dramatique, dit-elle, comme si elle ne supportait pas le silence. C'est pour une nuit. Une nuit, ai-je répété, et ma voix est restée égale. Bien sûr. J'ai fermé la valise, je l'ai ramassée, et je suis passé devant elle pour aller dans le couloir. La moquette sous mes pieds nus semblait plus rêche ici, comme si elle n'était pas faite pour la peau. Les lumières du couloir étaient d'un jaunâtre tamisé, réglé bas pour garder les choses calmes. Ce calme semblait insultant. Linda m'a suivi de 2 pas, où vas-tu? Je me suis tourné pour lui faire face. Evan riait déjà dans la chambre derrière elle, marmonnant quelque chose à propos de « enfin ». Je voulais dire 100 choses. Je voulais lui dire que j'avais passé des années à être l'adulte dans une maison qui ne cessait de récompenser la cruauté infantile. Je voulais lui dire qu'un homme ne peut se plier qu'un certain nombre de fois avant de rester courbé. Au lieu de cela, j'ai dit, quelque part avec un verrou. Sa bouche s'est entr'ouverte. Pendant une seconde, j'ai vu une réelle offense dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de l'inquiétude. De l'offense, comme si je l'avais insultée, et non comme si elle venait de regarder son fils entrer par effraction dans notre chambre. Rick, commença-t-elle. Je n'ai pas attendu le reste. J'ai marché vers l'ascenseur avec ma valise roulant derrière moi, la porte cassée toujours béante comme une plaie là-bas. L'ascenseur est arrivé avec un tintement doux. La porte s'est ouverte.
Je suis entré et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Alors que les portes se refermaient, le visage de Linda fut la dernière chose que je vis, debout dans le couloir, enveloppée dans un peignoir, me regardant comme si je venais de l'embarrasser en public. L'ascenseur est descendu doucement, les numéros d'étage défilant. 14 13. 12. Mon téléphone a vibré une fois dans ma poche, un texto de Linda. Ne fais rien de stupide. J'ai fixé ces mots. Je n'avais encore rien fait. Mais je savais, dans cette descente silencieuse vers le hall, que j'avais fini de payer pour la paix des autres. Et je savais aussi autre chose, quelque chose de plus froid et de plus clair que la colère. Quand on enfonce une porte, on ne décide pas de ce qui se passe ensuite. Le hall était presque vide quand j'ai fait rouler ma valise sur le sol en marbre. C'était cette heure étrange où les hôtels vivent dans l'entre-deux. Trop tard pour la nuit, trop tôt pour le matin. Les lustres étaient tamisés. Un couple somnolait sur un canapé près des ascenseurs, leurs sandales retirées, tête penchée l'une contre l'autre. Quelque part derrière le comptoir, une imprimante a bourdonné et s'est arrêtée. Le réceptionniste de nuit a levé les yeux quand il a entendu les roues. Il était jeune, la mi-vingtaine peut-être, avec un uniforme impeccablement repassé et des yeux qui avaient déjà vu trop de versions de la même histoire. Il n'a pas demandé pourquoi je partais à 4 heures du matin. Il s'est juste redressé et a souri de la façon dont les hôtels vous apprennent à sourire. « Bonjour, monsieur. » Je me suis arrêté au bureau et j'ai posé ma valise droite. Je sentais son poids dans ma main, l'assurance solide de quelque chose qui était encore à moi de porter. « J'ai besoin de faire un changement sur mon compte, ai-je dit. « Oui, monsieur. » « J'ai besoin de scinder la facture, ai-je dit lentement et clairement. Avec effet immédiat. Il a cligné des yeux une fois, pas confus, juste en train de recalibrer. « Certainement, dit-il. Puis-je avoir votre numéro de chambre ? 1402, ai-je dit, mais à partir de maintenant, cette chambre n'est plus liée à ma carte. » Ses doigts se sont arrêtés au-dessus du clavier. « Monsieur, faites-vous le check-out ? » Oui. Et les invités restants, ils s'occuperont de leurs propres frais. Il a hoché la tête, professionnel. Un instant. J'ai regardé son écran à distance. On apprend dans mon métier comment regarder sans fixer. J'ai vu le curseur bouger, les champs se remplir. Nom, date, code d'autorisation, la machinerie silencieuse de la responsabilité se mettant en ligne. Puis-je confirmer, dit-il en levant les yeux, que tous les frais accessoires futurs pour la chambre 1402 doivent être retirés de votre autorisation ? C'est correct. Et les dommages ? C'est également correct. Il a hésité juste une fraction de seconde. Monsieur, il y a eu un. Je suis au courant, ai-je dit. C'est pour ça que je suis là. Il a hoché la tête à nouveau. Compris. Il a tapé pendant une autre minute, puis a fait glisser un papier sur le bureau. Veuillez vérifier et signer. Je l'ai lu attentivement. Horodatage. Autorisation retirée. Responsabilité transférée. Propre, correct. J'ai signé. En rendant le papier, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas exactement du soulagement. Plutôt un alignement, comme une articulation qui se remet en place là où elle devait être. Merci, a dit le réceptionniste. Si vous avez besoin d'aide pour le transport vers l'aéroport, je m'en occupe. Je suis sorti dans l'air chaud de la nuit. Hawaï avait une odeur différente à cette heure-là. Le sel, les fleurs, une pointe d'ordure venant de quelque part qu'on ne voyait pas. Le stand des valets était vide, mais un Uber est arrivé en quelques minutes. J'ai chargé ma valise et me suis glissé sur la banquette arrière. Alors que nous nous éloignions, j'ai levé les yeux vers l'hôtel. 14 étages de lumière et de verre. Quelque part là-haut, ma femme et son fils étaient probablement en train de célébrer, réécrivant déjà l'histoire dans leur tête. Rick a cédé. Rick cède toujours. Mon téléphone a vibré à nouveau. Linda, où vas-tu ? Je n'ai pas répondu. Le chauffeur parlait de la circulation et des vols. Je hochais la tête au bon moment, mes pensées dérivant à travers les années comme une bobine lente. Evan a 16 ans, claquant des portes dans notre maison à Fort Wayne. Evan a 22 ans, m'appelant depuis une fourrière parce que sa voiture avait été saisie. Evan a 26 ans, jurant qu'il me rembourserait cette fois. Chaque fois, Linda avait dit la même chose. Il essaie. Il est sensible. Ne le pousse pas.
Et chaque fois, j'avais payé. De l'argent, du silence, de la dignité. L'aéroport était calme lui aussi. Quelques voyageurs aux yeux rouges voûtaient sur leur café. Un concierge passait une serpillière sur le carrelage qui brillait sous les néons. J'ai imprimé ma carte d'embarquement et je me suis assis à la porte avec ma valise entre mes pieds. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit une autre ligne. 4h21 et quitté la propriété. Facture scindée. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message vocal. La voix de Linda s'est déversée, tendue et agacée. Rick, c'est ridicule. Evan est juste ivre. Tu fais toute une histoire pour rien. Appelle-moi. J'ai retourné le téléphone face contre terre. Quand l'avion a embarqué, j'ai pris un siège côté hublot. Alors que nous décollions, les lumières d'Honolulu se sont étirées et dispersées, puis ont disparu dans le noir. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voir. Quelque part au-dessus du Pacifique, mon téléphone a vibré encore. Un autre message vocal. Celui-ci plus tranchant. Tu ne peux pas juste nous abandonner, disait Linda. Tu te comportes comme un enfant. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré jusqu'à ce que les moteurs deviennent un rugissement régulier au lieu d'une pression dans mon crâne. Ma poitrine était serrée. Pas exactement de la panique, mais un avertissement. Le genre qu'on n'ignore pas à mon âge. J'ai desserré mon col et me suis rappelé de boire de l'eau. Au moment où nous avons atterri sur le continent, j'avais pris une décision sur une chose. Je n'allais pas discuter. De retour à Fort Wayne, l'air semblait plus lourd, plus frais, familier. J'ai conduit directement à la caisse de crédit après avoir déposé ma valise à la maison. La guichetière me connaissait par mon nom. Elle a demandé si je voulais, comme d'habitude. Oui, ai-je dit. Et j'ai besoin de mettre un blocage temporaire sur une carte. Elle n'a pas demandé pourquoi. Pendant qu'elle travaillait, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Un texto cette fois. Linda, l'hôtel dit qu'Evan doit payer pour la porte. Règle ça. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai signé le formulaire devant moi. Je ne réglais plus rien. Je ne suis pas rentré directement chez moi après la banque. Je suis resté assis dans ma voiture une minute sur le parking, moteur éteint, main posée sur le volant, laissant le calme s'installer. Fort Wayne se réveillait autour de moi, des camions de livraison reculaient avec leur bip d'avertissement. Une femme déverrouillant la porte de la boulangerie de l'autre côté de la rue, la vapeur embuant les vitres. C'était la partie que les gens ne voient jamais. Ils imaginent la vengeance comme un interrupteur. On lance un discours, on claque une porte en sortant. Mais les vraies conséquences commencent plus petit. Elles commencent par de la paperasse. J'ai conduit jusqu'à mon bureau à la place. C'était un bâtiment bas en briques à la périphérie de la ville. Rien de chic. J'y travaillais depuis assez longtemps pour que son odeur café, toner, vieille moquette soit comme une mémoire musculaire. J'ai déverrouillé ma porte, allumé les lumières, et posé ma valise à côté de mon bureau. Sur le mur derrière moi étaient accrochés des certificats encadrés que la plupart des gens ne lisent jamais. Licence, crédit de formation continue, des choses ennuyeuses, le genre de choses qu'on ne remarque que lorsqu'elles manquent. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai sorti la réservation d'hôtel. 1402, mon nom, le nom de Linda, date, tarif, et c'était là, le détail silencieux que je soupçonnais déjà. Evan n'était pas sur la liste des invités originales. Linda l'avait ajouté plus tard. Je pouvais voir l'horodatage, un ajout tardif des heures après que j'ai réservé la chambre. C'était le genre de chose à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. Ils supposent qu'une chambre est une chambre, un invité est un invité. Ça ne marche pas comme ça. Je me suis adossé à ma chaise et me suis frotté les yeux. Il ne s'agissait pas de piéger quelqu'un. Il s'agissait de comprendre comment fonctionne réellement la responsabilité quand les choses tournent mal. J'ai rédigé un email au département de gestion des risques de l'hôtel. Pas en colère, pas accusateur. Propre. Demandant la préservation des images de sécurité et une copie du rapport d'incident lié à la chambre 1402, aux premières heures du matin. J'ai joint mon numéro de confirmation. J'ai signé mon nom. Puis j'ai attendu. Pendant que j'attendais, mon téléphone a sonné. Linda. J'ai laissé aller vers la messagerie. Un autre appel est arrivé juste après. Un numéro que je ne reconnaissais pas.
J'ai répondu. Ici Rick, ai-je dit. Monsieur Alverson, dit un homme d'une voix prudente. C'est Daniel Ortiz, assistant manager à l'hôtel à Honolulu. Oui, ai-je dit. J'appelle pour faire le suivi concernant l'incident de ce matin. J'ai fermé les yeux. Nous y étions. Nous avons documenté les dommages, a-t-il continué. Il y a une question de responsabilité. Continuez, ai-je dit. L'individu impliqué, votre beau-fils, n'était pas listé comme un invité enregistré au moment de la réservation. Je n'ai pas réagi. Je l'ai laissé continuer à parler. Cela change la façon dont nous classifions l'incident, dit-il. Nous voulions confirmer que vous n'autorisiez plus de frais liés à cette chambre. C'est exact, ai-je dit. Une pause, du papier qui bouge à son bout du fil. Merci pour la clarification, dit-il. Nous allons procéder en conséquence. Envoyez-moi le rapport quand il sera finalisé, ai-je dit. Oui, monsieur. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assis là à fixer mon bureau. Le grain du bois semblait plus sombre que d'habitude. Mon reflet me regardait depuis l'écran noir de l'ordinateur pendant une seconde avant que la notification de mail n'apparaisse. 2. Gestion des risques hôtel, Honolulu. Objet, documentation incident chambre 1402. Je l'ai ouvert. Il était là, le rapport. Horodatage, déclaration du personnel, évaluation des dommages, une note sur les images de sécurité montrant un sujet masculin forçant l'entrée. Aucune mention de provocation, aucune mention de lutte, juste des faits. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto d'Evan cette fois. Evan, tu te crois malin? Tu ne peux pas juste nous laisser comme ça. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le rapport d'incident à moi-même, imprimé une copie, et l'ai glissé dans un dossier manille. Sur l'onglet, j'ai écrit un seul mot, Hawaï. Je n'appréciais pas ça. C'est la partie que les gens comprennent toujours mal. Il n'y avait pas d'excitation, pas de satisfaction, juste un sentiment constant et inconfortable que les choses s'alignaient, que je le veuille ou non. J'ai pensé à appeler Linda. J'ai pensé à adoucir les angles, à expliquer comment nous pourrions arranger ça ensemble. J'ai pensé à quel point il serait facile de reprendre mon ancien rôle, celui qui absorbe le gâchis pour que tout le monde puisse prétendre que rien ne s'est passé. Puis j'ai pensé à cette porte. Au bruit qu'elle avait fait en se brisant. À la façon dont Linda avait regardé au-delà de moi, et non pas moi. À quel point je m'étais senti petit, debout là dans ma propre chambre, comme si je demandais la permission d'exister. J'ai vérifié mes emails à nouveau. Un autre message était arrivé. Celui-ci de la compagnie de carte de crédit. Confirmation de l'autorisation retirée. Aucun frais supplémentaires permis. Propre. Mon téléphone a sonné à nouveau. Linda. J'ai répondu cette fois. Qu'est-ce que tu as fait, demanda-t-elle, sans même dire bonjour. J'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais, ai-je dit. Ils disent qu'Evan doit tout payer, dit-elle. La porte, l'intervention de la sécurité, tout. Il n'a pas ce genre d'argent. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, et les mots m'ont surpris par la facilité avec laquelle ils sont sortis. Tu le punis, dit-elle. Non, ai-je dit. J'arrête. Elle est devenue silencieuse. Je pouvais l'entendre respirer vite et superficiellement. Tu fais toujours ça, dit-elle finalement. Tu te caches derrière la paperasse. J'ai regardé le dossier sur mon bureau, les lignes nettes, les dates. Je me cache derrière la vérité, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a raccroché. Je suis resté assis là longtemps après ça, fixant le téléphone dans ma main. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triomphant. J'étais fatigué. Fatigué de payer pour maintenir la paix. Fatigué d'expliquer le respect élémentaire à un homme adulte. Fatigué qu'on me dise que le silence signifiait faiblesse. J'ai fermé le dossier et l'ai glissé dans un tiroir. Ce n'était pas fini. Je pouvais sentir que les ondes se propageaient déjà vers l'extérieur, touchant des choses que je n'avais pas prévu de toucher. Le travail, l'église, la communauté, les endroits où les histoires prennent vie. Mais pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de les arrêter. Le téléphone a sonné juste après 18 h ce soir-là, alors que j'étais debout dans ma cuisine à fixer le réfrigérateur sans vraiment le voir. J'étais rentré depuis moins d'1 heure. Ma valise était toujours près de la porte,
comme si elle ne me faisait pas confiance pour rester. J'ai regardé l'écran. Linda. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Et maintenant, ai-je dit, pas sec, pas doux, juste plat. Sa voix est arrivée mince et tendue, comme si elle tenait le coup en serrant les dents. Rick, on a un problème. Je me suis adossé au comptoir. On a un problème depuis longtemps. C'est différent, dit-elle rapidement. Evan pète les plombs. L'hôtel dit. Je sais ce que l'hôtel dit. Il y eut une pause. Je pouvais l'imaginer debout dans cette chambre à Hawaï, faisant les 100 pas sur le carrelage, une main sur la hanche, l'autre serrant son téléphone comme s'il pouvait la sauver. Il traite ça comme du vandalisme, dit-elle. Pas comme un incident client. Ils disent que son nom n'était pas sur la réservation d'origine. C'est parce qu'il n'y était pas, ai-je dit. Tu savais, sa voix a sauté. Tu savais que ça arriverait. Tu savais comment ce serait classifié. Je ne l'ai pas décidé, ai-je dit. Elle expira fortement. Rick, il était saoul. Il ne l'a pas fait exprès. Il a enfoncé une porte à 3 heures du matin, ai-je dit. Ce n'est pas un malentendu. Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix a coupé, plus proche du téléphone, plus forte. Passe-le-moi, dit Evan. Il y eut une bousculade, le son étouffé de Linda protestant, et puis la respiration d'Evan a rempli mon oreille. Rapide, en colère, trop proche. Tu te crois vraiment malin, dit-il, à t'enfuir, à bloquer les comptes. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne t'ai rien fait, ai-je dit. Tu nous as laissés, claqua-t-il. Tu nous as humiliés. J'ai attendu. Le silence est un outil si vous savez comment l'utiliser. Tu me dois ça, continua-t-il, sa voix montant. Tu m'as toujours dû ça. Tu as épousé ma mère. Tu as signé pour ça. J'ai regardé l'horloge murale au-dessus de la cuisinière. L'aiguille des secondes avançait en clics réguliers et patients. Evan, ai-je dit finalement, sais-tu ce que montrent les caméras? Il a ri, un rire sec et cassant. Quelle caméra? Je leur ai dit ce qui s'est passé. Oui, ai-je dit. Tu leur as dit. Le rire s'est arrêté. Elle te montre seule dans le couloir, ai-je continué. Elle te montre en train d'enfoncer la porte. Elle montre que personne ne te touche. Une autre pause, plus longue cette fois. Ce n'est pas, commença-t-il. Et le rapport d'incident note que tu n'étais pas un invité enregistré, ai-je dit, ce qui change la façon dont la responsabilité fonctionne. Tu me menaces, dit-il. Non, ai-je dit, je t'informe. La voix de Linda est revenue. Rick, s'il te plaît. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Peux-tu juste? Peux-tu nous aider à arranger ça? Ce mot encore, aider. J'ai fermé les yeux et senti le poids de la journée s'installer sur mes épaules. J'ai pensé aux emails que j'avais déjà envoyés, aux formulaires que j'avais signés, à la façon dont la machine bougeait maintenant sans mes mains dessus. Il y a autre chose, ai-je dit. Linda devint silencieuse. J'ai déjà vu ce schéma, ai-je continué. Quelqu'un boit, quelque chose se casse. Puis il y a une histoire sur le fait d'avoir été poussé, ou attaqué, ou d'avoir perdu quelque chose de valeur. Une réclamation suit. La paperasse devient compliquée. Evan a explosé. Tu m'accuses de fraude? Je dis que je ne ferai partie de rien qui y ressemble, ai-je dit. Pas avec mon nom sur la réservation, pas avec ma carrière. Linda a aspiré une bouffée d'air. Rick, de quoi parles-tu? Je parle de me protéger, ai-je dit. Parce que je ne mentirai pas pour ça. Evan a juré. J'ai entendu quelque chose claquer. Peut-être une chaise, peut-être une porte. Linda a commencé à pleurer, le son aigu et soudain. Tu es en train de déchirer cette famille, a-t-elle dit à travers ses pleurs. J'ai senti cette traction familière dans ma poitrine, l'envie de m'adoucir, de m'excuser, de réparer le sentiment au lieu du problème. J'avais suivi cet instinct pendant des années. Non, ai-je dit doucement. J'arrête de me laisser déchirer. Evan a crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Puis la ligne a été coupée. Je suis resté là un long moment, le téléphone pressé contre mon oreille, même après la fin de l'appel. La cuisine semblait trop calme. Le bourdonnement du réfrigérateur semblait fort et intrusif. Mon téléphone a vibré à nouveau presque immédiatement.
Un nouvel email de Mercé Legal Service. Objet, avis d'intention. Je l'ai ouvert lentement. C'était formulé de manière légère, vague, une menace sans dents. Pourtant, des accusations d'abandon, de préjudice financier, de détresse émotionnelle. Je l'ai lu une fois, puis encore. J'ai senti mon pouce accélérer. Pas de la peur exactement, mais la vieille vigilance professionnelle qui s'enclenchait. C'était un terrain familier. De l'esbrouf avant la substance. J'ai transféré l'email sur mon compte professionnel et l'ai ajouté au dossier Hawaï. Puis je me suis assis à la table et j'ai fixé le grain du bois jusqu'à ce qu'il arrête de danser. C'était le moment où les choses pouvaient encore aller dans un sens ou dans l'autre. Je pouvais rappeler Linda, proposer de payer une partie des dommages, arrondir les angles. Je pouvais rendre tout ça plus silencieux. Mais le calme avait un coût. Il en avait toujours un. J'ai ouvert mon carnet et écrit une ligne de plus. 18h42 menace légale reçue. Aucune réponse envoyée. J'ai rebouché le stylo et l'ai posé. Dehors, le ciel au-dessus de Fort Wayne prenait ce gris terne du Midwest. Le genre qui s'installe pour la soirée sans drame. Quelque part au bout de la rue, une porte de garage a cliqueté en se fermant. La vie normale qui continuait. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais clair. Et la clarté, j'étais en train de la prendre, était bien plus dangereuse que la colère. Au moment où Linda et Evan sont rentrés d'Hawaï, l'histoire avait déjà commencé à se promener sans eux. C'est comme ça que ça marche dans un endroit comme Fort Wayne. Vous n'avez besoin de rien dire à personne. Vous arrêtez simplement de les corriger, et la vérité trouve ses propres chaussures. Je l'ai découvert le lendemain matin de leur atterrissage, quand je suis allé chez Méger pour faire des courses. J'étais debout dans l'allée du café, fixant un mur de marque qui promettait toute la même chose, quand j'ai entendu mon nom. Rick. Je me suis retourné. C'était Paul Landry de l'église, fin de soixantaine, machiniste à la retraite. Nous étions assis à 3 bancs d'écart depuis des années sans jamais dire grand-chose de plus que bonjour. Bonjour, ai-je dit. Il a hoché la tête, les yeux doux mais curieux. Linda est rentrée? Oui, ai-je dit. Tard hier soir. Il a hésité. Cette pause me disait tout. Voyage difficile, demanda-t-il. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, sorti le rapport d'incident plié, et le lui ai tendu. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas ajouté de contexte. J'ai juste laissé le papier parler. Il l'a lu lentement, sa mâchoire s'est serrée, non pas de colère, mais de reconnaissance. Où, dit-il finalement. Eh bien, c'est quelque chose. Il me l'a rendu. Désolé que tu aies eu à gérer ça. Merci, ai-je dit. C'était tout. Pas de commérage, pas de jugement, juste une reconnaissance. À midi, j'ai reçu un texto d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Tu as fait ce qu'il fallait. Martial, auxiliaire VFW. Le soir, Linda est rentrée. Elle a laissé tomber sa valise dans le couloir et est restée là comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit. La maison était propre, calme, exactement comme je l'avais laissée. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. On peut, ai-je dit. Après le dîner. Elle a pouffé. Tu agis comme si c'était normal. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle avait l'air fatiguée, usée, plus vieille qu'à Hawaï. C'est normal, ai-je dit. Ce qui s'est passé là-bas ne l'était pas, elle m'a suivi dans le salon, les bras croisés serrés sur sa poitrine. Sais-tu ce que les gens disent, demanda-t-elle. Je sais ce que le papier dit, ai-je répondu. C'est suffisant. Tu nous as embarrassés, a-t-elle dit. Le conseil de l'église a appelé. Ils ont demandé à propos du fonds de voyage. C'était nouveau. J'ai senti un petit clic froid dans ma poitrine. Quel fonds de voyage? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux ont glissé vers la fenêtre. Celui pour la retraite des jeunes? Dit-elle finalement. Une partie de l'argent a été utilisée pour le voyage à Hawaï. Temporairement. Evan était censé le rembourser. Je me suis assis lentement. Combien? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Rick, ne fais pas ça. Combien? Ai-je répété. 4000, a-t-elle chuchoté. J'ai expiré par le nez. Pas fort,
juste régulier. Et quel nom était sur ce compte, ai-je demandé. Elle n'avait pas besoin de le dire. Le mien. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au bureau, et j'ai ouvert le dossier Hawaï. J'ai sorti le rapport d'incident et je l'ai posé sur la table entre nous. Je ne couvre pas ça, ai-je dit. Son visage s'est chiffonné. Tu me laisses gérer tout ça toute seule. Non, ai-je dit, je te laisse le gérer. Elle a pleuré alors, des sanglots bruyants et tremblants qui avaient l'habitude de me défaire. Pas cette fois. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lit était plus petit. L'oreiller sentait légèrement la lessive et la poussière. J'ai dormi quand même. Le lendemain, les conséquences se sont étendues plus largement. L'employeur d'Evan a appelé Linda au sujet de son comportement pendant son congé d'entreprise. Une rumeur a fait surface au restaurant concernant un incident de vacances. L'église a programmé une réunion d'urgence concernant le fond. Je n'y ai pas assisté. À la place, je me suis assis à mon bureau et j'ai attendu. Jeudi après-midi, j'ai reçu un email du centre de médiation du centre-ville. Présence obligatoire demandée. Linda l'avait initié. J'ai imprimé l'email et l'ai glissé dans le dossier. Ce soir-là, on a frappé à la porte. C'était Tom Willis, mon voisin, 2 maisons plus bas. Il tenait un pack de 6 bières racinaires. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de compagnie, a-t-il dit. Nous nous sommes assis sous le porche alors que le soleil se couchait, ne parlant pas beaucoup. Juste en regardant les lampadaires s'allumer. Tu vas bien, demanda-t-il finalement. Je vais bien, ai-je dit pour la première fois depuis un moment. Il a hoché la tête. Parfois, s'arrêter est la chose la plus difficile. J'ai regardé la porte d'entrée, solide, verrouillée. J'ai pensé à celle d'Hawaï, à la facilité avec laquelle elle avait été brisée. Je savais que la prochaine étape serait publique. Je savais que ça ferait mal. Mais je savais aussi autre chose. Je n'étais plus seul. La salle de médiation sentait le café brûlé et la vieille moquette. Le genre d'endroit conçu pour faire parler les gens sans qu'ils se sentent importants. Elle se trouvait au 2e étage d'un bâtiment en briques du centre-ville, en face du tribunal, avec un drapeau dans le coin qui avait clairement vu de meilleures décennies. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Ce n'était pas une stratégie. C'était une habitude. Je me suis assis à la longue table et j'ai posé mon dossier devant moi, d'équerre avec le bord. Mon carnet est allé à droite. Le stylo Parker reposait dessus. Tout était aligné comme il se devait. Quand votre vie commence à sembler tordue, les lignes droites aident. Linda est entrée la première. Elle avait l'air de s'être habillée pour un entretien d'embauche. Blazer bleu marine, petit talon, cheveux tirés en arrière. Ses yeux ont glissé vers le dossier puis se sont détournés. Evan l'a suivi en retard, les épaules voûtées vers l'avant comme s'il se préparait déjà à une bagarre. Il portait une chemise boutonnée froissée et des baskets éraflées. Il ne m'a pas regardé. Il s'est laissé tomber sur une chaise et a croisé les bras. La médiatrice s'est présentée, a expliqué les règles de base, a demandé à tout le monde d'être respectueux. J'ai écouté. Evan, non. Alors, disons-le simplement, a claqué Evan avant qu'elle n'ait fini. Il nous a laissés. Il nous a bloqué l'accès à l'argent. Il nous a humiliés à Hawaï et ici. C'est de ça qu'il s'agit. La médiatrice s'est tournée vers moi. Monsieur Alverson. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ouvert mon dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies, rapports d'incident, changement de facture horodatée, confirmation par email, et la déclaration imprimée du directeur de l'hôtel. Je les ai étalées une par une, lentement et visiblement. Je ne suis pas ici pour discuter, ai-je dit. Je suis ici pour clarifier ce qui s'est passé. Evan a ri, un rire sec et laid. Tu crois que d'agiter des papiers te donne raison? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il transpirait déjà, la mâchoire travaillant comme s'il voulait mordre à travers l'instant. Commençons par la chronologie, ai-je dit. J'ai fait glisser la première page vers l'avant. 3h07 du matin, ai-je continué. Les images de sécurité montrent Evan dans le couloir devant la chambre 1402. Il donne des coups de pied dans la porte. La porte se brise vers l'intérieur. Personne d'autre ne la touche. Evan a bougé sur sa chaise. Ce n'est pas comme. Je n'ai pas fini, ai-je dit calmement.
La médiatrice a levé une main vers Evan. Il a pouffé mais s'est adossé. 3h09, ai-je poursuivi. La réception reçoit une plainte pour bruit d'un autre client. 3h13, la sécurité arrive. 3h15, les dommages sont documentés. J'ai fait une pause. 3h17, ai-je dit. Je quitte la chambre avec ma valise. Linda fixait la table. J'ai fait glisser la page suivante. Ceci est l'enregistrement des invités, ai-je dit. Mon nom, le nom de Linda, heure de réservation originale. Le nom d'Evan n'y figure pas, ça ne veut rien dire, a claqué Evan. Ça veut tout dire, ai-je dit. Je me suis tourné vers la médiatrice. La responsabilité suit l'enregistrement. Il n'était pas un invité enregistré au moment de l'entrée. J'ai fait glisser le document suivant. Ceci est le rapport d'incident. Il classe les dommages comme vandalisme par un individu non enregistré. Pas un accident de client. Ce ne sont pas mes mots. Evan s'est levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment sur le sol. Tu fais ça exprès, a-t-il crié. Tu as planifié ça. Tu voulais que je me fasse avoir. La médiatrice s'est levée. Monsieur, veuillez vous asseoir. Tu as ruiné ma vie, hurla Evan en me pointant du doigt. Tu aurais pu payer. Tu payais toujours. La pièce est devenue silencieuse. Cette phrase a flotté dans l'air, plus lourde que tout ce qu'il avait dit d'autre. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les papiers. Non, ai-je dit, je n'ai pas ruiné ta vie. J'ai fermé le dossier et croisé mes mains dessus. J'ai arrêté de payer pour tes erreurs. Evan a ouvert la bouche, puis l'a fermée, le visage rouge cramoisi. Il y a une différence, ai-je ajouté. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas penché en avant. J'ai laissé les mots atterrir et se poser. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. La médiatrice s'est éclaircie la gorge. Monsieur Mercé, il y a aussi une déclaration du personnel de l'hôtel concernant votre version des événements. Elle a pris une page imprimée de sa propre pile et a lu à haute voix. Le client a tenté de recadrer l'incident comme une altercation physique. L'examen des images n'a pas soutenu cette affirmation. Evan a ri trop fort. Il mente. La médiatrice a continué. De plus, le client a demandé une documentation pour une réclamation personnelle sans rapport avec les dommages matériels. Linda a levé les yeux brusquement. Quelle réclamation? Evan a pivoté vers elle. Ce n'est rien. J'ai finalement regardé Linda. C'est ce que je voulais dire, ai-je dit. C'est pour ça que je me suis retiré. Evan a frappé du poing sur la table. Tu te crois meilleur que moi. Tu penses être un héros parce que tu écris des choses? Non, ai-je dit, je pense que tu n'as jamais eu à vivre avec les conséquences de ce que tu fais. Ce n'est pas vrai, a-t-il crié. Alors asseyez-vous et écoutez, dit fermement la médiatrice. Evan est retombé sur sa chaise, respirant fort. J'ai ouvert mon carnet et j'ai lu la dernière ligne que j'avais écrite. 18h42, ai-je dit. Menace légale reçue. Aucune réponse envoyée. J'ai regardé Evan. Je n'ai pas riposté. Je ne t'ai pas attaqué. Je n'ai pas répandu de rumeurs. J'ai regardé Linda. J'ai arrêté de mentir. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne suis pas venu ici pour gagner, ai-je dit. Je suis venu pour en finir. La médiatrice a hoché la tête lentement. Sur la base de la documentation, la responsabilité des dommages incombe à Monsieur Mercé. Monsieur Alverson n'est pas obligé de couvrir ses coûts. Evan a laissé échapper un son étranglé, quelque part entre un rire et un sanglot. Linda a chuchoté, Rick. Je me suis levé. C'est ici que mon implication s'arrête, ai-je dit. Financièrement, légalement, émotionnellement. J'ai ramassé mon dossier et mon carnet, glissé le stylo dans ma poche. Alors que je marchais vers la porte, Evan a crié après moi. Tu crois que ça te rend fort? Je me suis arrêté, la main sur la poignée. Je ne me suis pas retourné. Je crois que ça me rend libre, ai-je dit. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir, laissant le bruit derrière moi. La maison semblait différente après la médiation. Pas vide ou plus propre, mais comme une pièce après que les meubles ont été déménagés et que la poussière est enfin assez retombée pour qu'on voie le sol à nouveau. Linda n'est pas rentrée ce soir-là.
Elle a envoyé un texto pour dire qu'elle restait chez une amie de l'église. J'ai répondu par un simple d'accord, pas d'argument, pas de suivi. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table et je l'ai laissé là. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait ce que j'avais toujours fait de mieux. J'ai fait des listes, des comptes à séparer, des autorisations à fermer, des paiements automatiques à annuler. Je n'ai pas précipité les choses. Je n'ai pas fait traîner non plus. J'ai traité mon mariage de la façon dont je traitais un audit compliqué, méthodique, respectueux, et honnête sur ce qui n'était plus viable. Quand Linda et moi nous sommes finalement assis pour parler, ce n'était pas dramatique. Pas de cris, pas d'accusations, juste deux personnes réalisant la même vérité depuis les deux bouts de la table. Je ne sais plus qui tu es, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Moi, je sais. Ce fut le moment où nous avons tous deux compris qu'il n'y avait pas de réparation possible. On peut réparer une porte. On ne peut pas réparer une limite une fois qu'elle a été franchie et niée. Le divorce a été propre. Pas de théâtre au tribunal, pas de dépenses vindicatives, juste des signatures, des dates, et un transfert final qui ressemblait plus à un soulagement qu'à une perte. Evan ne m'a plus jamais adressé la parole. Je n'ai pas cherché à le contacter. Quelques semaines plus tard, je me suis assis avec mon conseiller retraite. Le même type que je voyais depuis des années. Même bureau, même photos encadrées de ses enfants sur le bureau. Vous savez, dit-il en tapotant sa calculatrice, avec ces changements, vous pourriez vous retirer plus tôt que prévu. Combien plus tôt, ai-je demandé. Il a souri. 4, peut-être 5 ans. J'ai pensé à cela pendant un long moment. 5 années de matin sans tension. 5 années sans attendre la prochaine crise. 5 années achetées non pas avec des heures supplémentaires ou de la chance, mais avec la simple décision d'arrêter de payer pour le chaos. Par un dimanche matin calme, je me suis assis dans mon salon avec une tasse de café noir. Le bon genre, celui que je m'étais toujours dit être trop cher. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac doux de l'horloge murale. Dehors, Fort Wayne bougeait à son rythme habituel. Des pelouses tondues, un chien aboyant 2 maisons plus loin, un camion de livraison tournant au ralenti au coin de la rue. J'ai regardé ma porte d'entrée. Solide, intacte, verrouillée comme une porte est censée l'être. Pendant des années, j'avais confondu la paix avec l'endurance. Je pensais qu'être un homme bon signifiait absorber tout ce qui m'arrivait et sourire à travers tout ça. J'avais tort. La paix a un prix. Le silence aussi. La différence, c'est qui paie. Si cette histoire a touché une corde sensible, si on vous a déjà dit de simplement laisser tomber alors que quelqu'un continue de donner des coups de pied dans vos limites, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de fermer la porte. Et vous ne devez d'explication à personne pour avoir choisi votre propre dignité. Si vous croyez que plus de gens ont besoin d'entendre cela, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait porter un fardeau trop lourd en silence. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la force tranquille, les choix difficiles, et la longue route vers le respect de soi, pensez à vous abonner et à rester un moment. Parfois, la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire n'est pas de riposter. C'est de s'éloigner et de ne plus payer.